Bonjour et bienvenue dans ce cours sur le graphe 7 avancé. Aujourd'hui, on va regarder la fonction OU et la fonction ET. Donc, dans la fonction OU, on va voir comment on va pouvoir la faire, puis on va aussi voir les sauts d'étape, les reprises d'étape et les compteurs. Bon, on va commencer par la divergence en OU, la fonction OU. Donc là, on a un graphe 7 qui nous est proposé et dans cette configuration-là, eh bien, on va avoir deux cycles qui sont possibles pour ce graphe 7. Donc on voit qu'on a l'étape 2 ici et qui va réaliser V1+. Ensuite de ça, au lieu d'avoir un graphe 7 linéaire, on va avoir une divergence ici et ça va faire notre divergence en OU. Puisque ici, on va avoir une réceptivité A et une réceptivité B. Donc en fonction de celui qui va être activé, donc soit A ou soit B, eh bien on va aller dans une des deux branches. Donc par exemple, on va avoir le procédé, le cycle 2, 3, 4 et ensuite revenir à 7, ou alors le cycle 2, 5, 6 et 7. On va avoir finalement une divergence ici qui va faire en sorte qu'on peut avoir deux cycles, deux possibilités dans notre graphe 7. Quand on va monter une divergence en OU, donc quand le graphe 7 va venir, quand on avait notre étape 2, puis là on avait la divergence et on avait la réceptivité A et la réceptivité B. Ici, il faut que ce soit impératif que les deux conditions A et B ne soient pas réalisables en même temps. Il doit être impossible d'obtenir à la fois les conditions A et B. C'est vraiment un OU exclusif. On ne peut pas avoir les deux en même temps pour que on puisse avoir une divergence clean ici et que les deux branches ne partent pas en même temps finalement, puisque c'est une divergence en OU et pas une divergence en ET. Donc là, les réceptivités qu'on a au début de la divergence en OU ne doivent pas se réaliser en même temps. Ça doit être impossible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces deux réceptivités soient exclusives? Bon, ben, on peut faire d'abord une exclusivité technologique. Donc, c'est deux capteurs qui ne peuvent pas être activés en même temps. Donc, on va faire une exclusivité dans le monde physique. Et on peut faire aussi une exclusivité logique. Donc, on va écrire l'équation booléenne afin que les réceptivités ne puissent pas être vraies en même temps. Donc, par exemple, pour la première réceptivité du côté ici, on mettrait A et B bar. De l'autre côté, on mettrait B et A bar. Okay? Pour bien être sûr que le graphe 7 ne s'exécute pas en même temps dans les deux branches, là, pour avoir bien un OU. Alors, comment on va pouvoir maintenant faire revenir, converger les deux branches du OU dans notre graphe 7? Eh bien, à la dernière étape de notre branche, ici par exemple, si le graphe 7 était parti dans cette branche sur la gauche, on aurait l'étape et juste après l'étape, on aurait la dernière réceptivité Y4 là. Donc Y4 va faire en sorte que quand on arrive à la fin de la branche, eh bien ça va confirmer que la branche OU est finie et donc on va pouvoir passer à la prochaine étape 7. Pareil, si on avait si on a été dans l'autre branche ici, on arrive à l'étape 6. Quand l'étape 6 a été réalisée, on a la prochaine réceptivité, la transition E ici, et on pourra revenir ici à l'étape 7. C'est comme ça qu'on va avoir une convergence ici de notre OU. Il va falloir avoir avant la prochaine étape qui se réalise à la fin de la divergence en OU, eh bien on aura toujours des transitions, puis l'étape qui est commune. Même si, par exemple, les deux conditions qui sont dans les deux branches du OU sont les mêmes, il faut quand même les identifier séparément,
puisque c'est comme ça que la convention, la façon d'écrire les fonctions OU se donne. Donc, quand on a un OU, une divergence en OU, on va terminer par une transition et recommencer le tronc commun du graphe 7 par une étape. Là, l'équation finalement de notre étape x7, ça nous donnera y4 ou y6, donc peu importe une des deux transitions. Comme ça nous indique bien qu'on avait une divergence en OU. Ou alors x7 et y7 bar. Donc, l'équation est la même que d'habitude, sauf que là, on reflète finalement les deux transitions qui peuvent être juste avant l'étape numéro 7, donc le y précédent. Premier exercice avec la divergence en OU. Vous avez un convoyeur qui va trier des boîtes. Vous avez tout d'abord deux boutons poussoirs qui vont être appuyés par l'opérateur du système. Donc, premier bouton, grosse boîte, deuxième bouton, petite boîte. C'est l'opérateur qui va appuyer pour savoir si c'est une grosse boîte ou une petite boîte. Ensuite, vous avez trois vérins que vous allez pouvoir actionner. Premier vérin, le vérin A, qui va pouvoir pousser votre boîte jusqu'au vérin B, donc en s'arrêtant au milieu, ou alors jusqu'au vérin C, et quand il sera déployé jusqu'à sa plus grosse longueur. Puisque là, vous avez trois capteur au niveau de votre vérin A, votre vérin A qui est rentré, votre vérin A au milieu, donc qui sera pour la grosse boîte, le vérin A sorti qui sera pour la petite boîte. Le vérin B qui va pouvoir sortir pour mettre dans la partie grosse boîte et le vérin C qui peut sortir pour vous mettre dans la petite boîte. Et donc, à chaque fois, vous avez des informations ici. Donc, ça, c'est vos boutons poussoirs et les trois vérins avec leur capteur. Puis ici, bien évidemment, vos actions. À vous de jouer. Solution pour le tri de boîtes au niveau du convoyeur. Donc, on va avoir directement dans cette solution la convergence en OU à la première étape. Et cette convergence-là, on va avoir deux réceptivités différentes, évidemment. Première réceptivité, on va avoir l'appui du gros bouton pour la grosse boîte. Et on va s'assurer que toutes les vérins là sont en position initiale. Par contre, de l'autre côté, on va avoir et l'appui du bouton pour la petite boîte. Et on va faire en sorte que la réceptivité ici soit exclusive en rajoutant et que le bouton de la big boîte ici n'est pas pressé. Donc comme ça va faire en sorte que les deux réceptivités, 1 et 6, ne soient pas, que c'est pas possible de les avoir en même temps. Et aussi, on va s'assurer que les vérins ne sont pas, sont en position initiale ici. Donc à chaque fois, on s'assure que la position est initiale. Vous auriez pu rajouter une étape où on s'assure que une transition avec une étape là, qui s'assure que nos vérins sont en position initiale, mais vous pouvez directement l'intégrer à la première réceptivité, puis faire une divergence en OU directement à votre étape initiale. Donc, étape première réceptivité, donc là on appuie sur le bouton pour la grosse boîte. Notre vérin A va sortir dans la première étape, puis il va s'arrêter dans le milieu, puisque dans le milieu, c'est là où on peut faire sortir le vérin B
pour le mettre dans la case appropriée. Donc, on va l'arrêter dans le milieu au niveau du vérin A. Ensuite, on va dire que le vérin A rentre, pardon, et on s'assure qu'il est bien rentré. Ensuite, on va pouvoir pousser le vérin B, puisque la boîte sera arrivée devant le vérin B. Et quand le vérin B aura poussé et sera bien out, eh bien là, on pourra revenir à l'étape au tronc commun, si vous voulez, du graphe 7 et faire l'étape de vérin B va rentrer, mais on peut faire aussi en même temps vérin C. Okay, c'est pas un problème. Et on s'assure ici que le vérin B et le vérin C sont rentrés. Et on va pouvoir revenir à l'étape initiale 1. Maintenant, si on appuie sur le bouton Small Box, là du côté de cette divergence en haut ici, on va voir ensuite le vérin qui va sortir. Il va sortir jusqu'au bout, donc jusqu'au dernier capteur. Il va pouvoir ensuite rentrer et on s'assure qu'il est bien rentré. Et là, vu que notre petite boîte sera devant le vérin C, eh bien C+ peut se réaliser. Et quand on a bien fait notre C+, c'est que la boîte est arrivée à bonne destination. Et là, vous voyez que de chacun des côtés, on a bien une réceptivité avant de retourner dans le tronc commun, de notre graphe 7. Donc on finit toujours par une réceptivité, une transition, et on va recommencer ensuite notre graphe 7, notre tronc commun, par une étape. Et donc cette étape-là nous fait rentrer les deux vérins B et C, et ensuite on s'assure que B et C sont bien rentrés pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse recommencer notre graphe 7. Donc il y a plusieurs possibilités et solutions pour une application, bien sûr. C'est une parmi tant d'autres. Comme on vient de voir que c'était possible de faire des divergences en U, au lieu de faire des grosses divergences, là on va pouvoir faire des sauts d'étapes. Donc, pour pouvoir faire un saut d'étape, on va prendre un peu le même principe. On va avoir une divergence en U avec deux réceptivités. Donc, on va pouvoir mettre nos transitions. Par exemple, on peut mettre A et B et A bar, par exemple, pour être sûr que la réceptivité soit exclusive. Puis, on va pouvoir venir faire un saut d'étape, donc ne pas réaliser l'étape 2 si on prend la branche ici B et A bar, et on va pouvoir sauter à l'étape 2 et directement arriver à l'étape 3. Donc vous voyez ici on a une étape, une transition et ensuite une étape. Contrairement à ici on a une étape, une transition, une étape, une transition et une étape. Donc là, on saute bien cette partie ici qui est finalement une étape et une transition. Donc toujours dans un graphe 7, il faut que ce soit logique. On a une étape, une transition, puis une étape. Okay, donc quand on va voir le saut d'étape, bien attention à ne pas la mettre par exemple ici. Okay, donc à le faire revenir au niveau de la transition de l'étape 2. Okay, puisqu'on a déjà eu une réceptivité au niveau de notre divergence en U, pas besoin de la faire revenir à l'autre divergence Y2 ici. Okay, on peut directement passer à l'étape 3. Maintenant qu'on a vu le saut d'étape, on va regarder les reprises d'étape. Donc, quand on arrive à l'étape 3, on va avoir deux choix. Soit on va avoir le Y4 comme réceptivité, soit eh bien, on va avoir le Y3 comme réceptivité. Donc en fonction, encore une fois, les deux réceptivités doivent être exclusives. Donc elles ne peuvent pas se passer au même moment. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc si on a Y3 qui devient vrai, on va avoir notre graphe 7 qui va retourner
au début de notre étape 2 ici. Encore une fois, on va retourner, faites bien attention, là où on retourne notre reprise d'étape, on veut toujours une séquence étape, transition, étape, transition. Donc, à l'étape 3, on a X3. Ensuite, on a Y3, donc une transition. Et après une transition, il nous faut forcément une étape. Donc, on va avoir X2 après dans la séquence. C'est pour ça qu'on le fait revenir à cet endroit-là et pas au-dessus de Y1 par exemple. Ensuite, il va falloir au minimum 2 étapes entre notre reprise d'étape. Donc, vous voyez ici, on a X3 et X2. Donc, il faut au minimum 2 étapes là pour pouvoir faire notre reprise d'étape. Ensuite, comment le faire refléter dans nos équations? Eh bien, tout simplement, ici, au niveau de x2, on va avoir x2 est égal à y1, donc notre première ici transition, ou y3, ou x2 et y2 bar. Donc, vous voyez bien que ici, pour passer à l'étape 2, on peut arriver soit de y1 ou de y3. Puisque ici on parle de y1 ou y3. Troisième utilité de la divergence en OU, ça va être les compteurs. Donc les compteurs sont principalement utilisés afin de faire une certaine boucle d'une ou plusieurs étapes qui va se répéter un certain nombre de fois. Donc afin d'ajouter un compteur au graphe 7, il doit comprendre 3 éléments. Donc, le premier élément, ça va être l'initialisation du compteur. Donc, à l'étape initiale 1, eh bien, on va venir initialiser le compteur à 0. Ensuite, dans notre graphe 7, on va avoir l'incrémentation de notre compteur. Donc, C est égal à C plus 1. Ou alors, si vous avez initialisé votre compteur, par exemple, à 20, eh bien, vous pouvez aussi faire une décrémentation. Et la troisième phase, ça va être les réceptivités qui vont tester la valeur de notre compteur. Donc, par exemple, ici, on va avoir une divergence en OU qui va faire en sorte que notre compteur, si notre compteur est inférieur à 5, eh bien, il va continuer à faire sa boucle. Donc, on va avoir une reprise d'étape ici. Et si le compteur est égal à 5, eh bien, on va pouvoir revenir dans notre étape initiale. Et finalement, le graphe 7 va faire une boucle 5 fois jusqu'à ce que notre compteur soit égal à 5 pour qu'il puisse revenir dans sa position initiale. Donc, ne pas oublier ici de faire l'incrémentation du compteur à chaque passage dans la boucle là. Alors, on a vu les divergences en OU, maintenant on va voir les divergences en et. Donc, comment on va pouvoir faire une fonction et dans notre graphe 7. Donc, en ce moment, avec la configuration, on a un cycle. Donc, pour pouvoir graphiquement montrer qu'on est dans une divergence en et, on va avoir les 2 barres ici qui vont nous indiquer facilement et visuellement qu'on est en fonction et. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir monter une fonction et? Donc là, vous voyez, on part de l'étape x2. Ensuite, on a la réceptivité A. Donc, quand on a notre transition A, eh bien, on va pouvoir effectuer ces 2 actions, ces 2 étapes-là, qui sont x3 et x5. Ils vont pouvoir se dérouler simultanément. Donc, on va avoir KM1 et KM2 qui vont s'activer. Dans la branche de x3, KM1 va s'activer jusqu'à ce qu'on ait le capteur C et on va avoir une étape ici d'attente. Et de l'autre côté, on va avoir KM2 qui va être actif jusqu'à D
Et on va avoir aussi une étape d'attente ici si on n'a pas d'action à faire, puisque au niveau du retour de la divergence, donc on va avoir notre convergence ici, et au lieu d'avoir des transitions après la dernière étape comme en convergence ou, et bien là pour la convergence et, on a besoin d'une étape ici. C'est l'étape qui va être la dernière, euh, euh, le dernier élément de chacune de nos branches du et. Donc quand on va vouloir faire une convergence ici des deux branches, on va avoir des étapes de chacun des côtés. Et pour pouvoir faire en sorte que les branches reviennent dans le tronc commun, eh bien, on va avoir une transition, une réceptivité commune aux deux branches. Donc, on va l'appeler ici la réceptivité Y4-6, puisqu'elle correspond à la réceptivité pour nos deux branches ici. Et la réceptivité pardon, eh bien, par exemple, on a le petit capteur E, et quand on a le petit capteur E, eh bien, on va pouvoir passer à l'étape X7, etc., etc. Donc, il va falloir faire attention comment vous montez vos divergences et OUL. Donc, au niveau de et, on finit par une en haut de notre divergence en et. On a une transition qui fait le départ de notre divergence. Et dans chaque branche, on commence par une étape. Contrairement au ou, où ici, eh bien, on commence par deux transitions là, de chaque côté. Donc, on va avoir deux façons d'écrire différemment les divergences en ou et en et. Et quand vous allez faire votre montage sur Automation Studio, eh bien, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous voyez que le Automation Studio ne fait pas une divergence en et, alors que vous aviez demandé une divergence en ou, eh bien, c'est sûrement parce que vous avez mal placé la réceptivité et les étapes. Okay? Exercice pour la divergence en et, la fonction et. Des convoyeurs. On appuie sur le bouton D qui va déclencher deux convoyeurs. Chaque convoyeur va faire en sorte que les boîtes font un aller-retour et un nouveau cycle n'est possible que lorsque les deux boîtes sont retournées à gauche. À vous de jouer. Bon, ben, on va regarder maintenant la solution de cet exercice-là et comment finalement la fonction i va pouvoir nous aider à faire la solution à notre problème. Donc, première étape ici, on se trouve bien à l'étape numéro 1, puisqu'on a un petit point ici qui nous indique qu'on est à l'étape 1. Donc, première étape, on va s'assurer qu'on a bien nos étapes initiales, nos capteurs initiaux. Donc ici, on a bien C1 et C3 qui sont activés. Et on vient déclencher notre séquence grâce à l'appui de D. Donc vous voyez ici, on a bien une transition de départ et ensuite de ça, on va avoir notre divergence en et. Bon ben là, une fois que la condition initiale a été acceptée, eh bien on va avoir notre graphe 7 qui va se diriger dans les deux branches pour pouvoir réaliser notre fonction et. Donc là, on est arrivé à l'étape x2 et x5. Donc nos moteurs sont activés, M2 et M1 sont maintenant activés. Les boîtes vont pouvoir se déplacer jusqu'à C2 et C4. Bon, mais là, on voit que ça va être la première boîte B1 qui vient à être arrivée à C2. Donc on voit que C2 maintenant est bien activé. Lui, vu que C2 est activé, va pouvoir passer à M1-.
Donc, il va pouvoir déjà commencer à faire son retour de boîte jusqu'à ce qu'on atterrit à C1. Ah, donc de l'autre côté, en parallèle, on va avoir M2+, qui est actif jusqu'à C4. Donc là, C4 vient de s'activer. Donc là, on va pouvoir faire en sorte que M2-, le moteur fait repartir la boîte de l'autre côté, jusqu'à C3. Donc, on laisse le moteur 1 et le moteur 2 travailler jusqu'à ce qu'on arrive à C1 au niveau du moteur M1. Une fois qu'on a C1, on va être en étape d'attente, puisque là, on attend que l'autre branche de l'autre côté puisse finir son cycle. Donc, on est en étape d'attente. Et là, l'autre branche, M2, il est arrivé bien à son C3. Une fois que C3 est bien activé, on va passer dans l'étape 7. Et là, le petit 1 de réceptivité, eh bien, le 1 de réceptivité correspond à, en fait, si on a bien notre étape X4 et qu'on a bien notre étape X7, bon ben là, la réceptivité, la transition peut continuer, elle est validée puisque là on est bien en X4 et X7 et donc on va pouvoir retourner au début de notre séquence et le cycle peut recommencer. Maintenant on va regarder les fronts dans la réceptivité. Donc une variable logique peut avoir l'état 0 ou 1 et le passage d'un état à l'autre, je le rappelle, se nomme front. Donc, par exemple, ici, on va avoir S avec une flèche vers le haut. Donc, l'état de 0 à 1 fait en sorte qu'on a un front montant. Ensuite, quand notre variable logique passe de 1 à 0, on a un front descendant. Donc voilà, montant lors du passage de 0 vers 1 et descendant lors du passage de 1 vers 0. Alors comment on va utiliser ces fronts-là? Par exemple, pour la première partie ici, on va avoir notre étape X2 qui va venir s'activer un simple petit moment, puisque là, dans sa réceptivité de la transition suivante, eh bien, on veut que notre S1 soit actif. Mais des fois, on veut seulement qu'on a un changement d'état de notre capteur S, par exemple. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est un changement d'état et on va avoir besoin de notre front montant pour pouvoir venir faire finalement activer notre transition. Donc là, on voit que notre X2 n'est actif qu'un certain petit moment puisque notre S là est déjà actif et finalement notre MD là ne va pouvoir être actif qu'un certain petit instant aussi. Donc des fois on cherche simplement à faire une récupération d'infos où notre capteur change d'état. Donc si on regarde sur le deuxième exemple ici où on va mettre S front montant, donc on cherche un changement d'état avec un front montant. Donc là, l'étape X2 va venir s'activer normalement et notre MD va venir s'activer normalement et le X2 va venir simplement se désactiver au moment où on va avoir notre front montant. Et donc naturellement, notre MD va aussi venir se désactiver au moment où on va avoir notre front montant. Maintenant, les exercices qu'il y a à faire dans la suite de la vidéo sont à faire pour le laboratoire de cette semaine. On va les corriger ensemble. Une perceuse avec ou sans débourrage. Donc vous allez pouvoir utiliser votre fonction OU que vous avez appris au début du cours. Ici au niveau de l'exercice 4, chariot avec chargement multiple. Donc vous allez pouvoir utiliser ici les compteurs.
Exercice 5, le pont roulant. Là, vous allez pouvoir utiliser les freins montants. Exercice 6, dans le transfert de pièces, vous allez pouvoir utiliser les compteurs dans cette application.